Bonjour, je suis Boulhoual Aya. Nous allons essayer d'exposer à travers cette vidéo le deuxième mode de financement, à savoir le financement externe, et après avoir vu le premier mode, à savoir le mode de financement interne, et à travers lequel nous avons vu les différentes caractéristiques, types, avantages et limites, et aussi certaines statistiques concernant ce mode. Avant de commencer, et en nom de l'équipe, je tiens tout d'abord à remercier notre cher professeur pour l'occasion qu'il nous a donnée, ainsi bien sûr que mes chers collègues. En économie, l'entreprise est traditionnellement définie comme étant une organisation économique de forme juridique déterminée, réunissant des moyens afin de produire des biens et des services destinés à être vendus. Il est à préciser que les entreprises, dès leur apparition, étaient de petite taille, contrôlées et gérées par un nombre restreint de personnes, financées par des moyens limités de financement. Au fil du temps, la taille des entreprises a commencé à grandir, ce qui a engendré parallèlement une forte augmentation du besoin de financement pour financer les différents projets d'investissement envisagés, et ce qui a poussé les entreprises à faire appel aux capitaux extérieurs. Face à ces deux sources de financement interne et externe, l'entreprise dispose le choix entre ces deux types de financement et c'est en fonction de différents besoins de chaque entreprise. Mais surtout, en fonction du coût de cette source de financement et la combinaison de financement détermine la structure financière de l'entreprise. Avant de calculer le coût de chaque type de financement, on doit tout d'abord savoir avec exactitude quels sont les différents moyens de financement interne qu'externe qui sont octroyés à l'entreprise. Nous allons nous pencher à travers ce travail sur les différents modes de financement externe, à savoir l'emprunt obligataire et bancaire, ainsi que d'autres modes de financement à l'extérieur de l'entreprise comme le crowdfunding et le crédit bail, et en s'arrêtant à chaque fois sur l'ensemble des avantages et limites de chaque type de financement. Finalement, nous allons présenter certains chiffres statistiques de ces modes de financement afin d'avoir une idée générale et globale sur les modes de financement les plus dominants pour l'économie marocaine. Pour notre plan, il va se dérouler comme suit. Tout d'abord, nous allons exposer le financement externe indirect, à savoir le financement bancaire et le financement des autres institutions financières. Deuxièmement, le financement externe direct, les types d'emprunts, les caractéristiques, modalités de remboursement et ainsi de suite, pour terminer avec des statistiques et des chiffres de mode de financement externe. Je suis Ibn Abdelazineb. Je vais présenter tout d'abord le financement bancaire et c'est un financement indirect. Ensuite, les types de remboursement et les caractéristiques et la méthode de calcul. Et enfin, les avantages et les limites du financement bancaire. Donc, on commence par le premier type du financement, c'est le financement externe indirect ou bien le financement bancaire. Donc, le financement bancaire, il jouait un rôle primordial de financement et de développement de l'activité économique. Donc, c'est un emprunt ordinaire faisant l'objet d'un contrat entre un prêteur et un emprunteur. Il n'y a qu'un seul prêteur, généralement une banque. Donc, la banque, c'est comme un intermédiaire financier qui permet l'octroi des crédits et la collecte des dépôts. Et seuls les crédits à long terme qui peuvent être utilisés pour financer un investissement. Donc, lors d'un emprunt bancaire, l'entreprise emprunte en prix d'une banque et s'engage à rembourser le montant emprunté et à payer des intérêts rémunérant l'argent d'avance. Il est caractérisé par trois éléments essentiels. C'est le montant de l'emprunt, la durée de l'emprunt et le taux de l'emprunt. Pour les caractéristiques d'un emprunt bancaire, premièrement, on commence par les modalités de remboursement, qui peuvent être prendre en trois formes. L'amortissement à fin ou bien unique, le remboursement par amortissement constant et le remboursement par annuité constante ou l'amortissement dégressif. Donc l'amortissement, c'est le remboursement du capital sans prendre en compte les charges d'intérêt. L'intérêt, c'est la rémunération du prêteur.
Et l'annuité, c'est la somme décaissée périodiquement pour le remboursement et la charge d'intérêt. Pour les types de remboursement bancaire, on commence par le premier type qui est le remboursement unique. Pour l'amortissement unique, l'emprunteur ne verse que les intérêts à la fin de chaque période, qui est égal au montant emprunté qui est multiplié par le taux d'intérêt. Et le capital emprunté est remboursé à la fin de chaque période. Et le capital restant dû en début de période étant le même, et les intérêts, il va payer à chaque période, elle est constante, et toutes les annuités, ils sont constantes et égales au montant d'intérêt, sauf la dernière qui englobe les intérêts de la dernière période et le montant de remboursement total du capital emprunté. Donc, passons maintenant à un exemple, soit un emprunt de 800 000 dirhams amorti sur 4 ans au taux de 6%. Alors, pour la période, on a 4 périodes. Le capital restant dit, il va rester le même parce qu'elle est constante. L'intérêt, c'est le capital restant dit fois le taux d'intérêt qui est égal à 48 000 dirhams. Et l'amortissement, elle est nulle pour les troisièmes années, sauf il va rembourser pour la dernière année. Il est remboursé par le capital restant dû. Elle est le même. Pour les annuités sont constantes à les intérêts, sauf la dernière année qui englobe le capital restant dû plus les intérêts. Donc, l'emprunteur ne paye que les intérêts durant toute la période de prêt et paye la totalité de capital à la fin de la période. Mais l'inconvénient de cette méthode, c'est que la charge elle est élevée d'intérêt que l'emprunteur il va payer. Pour le deuxième type, c'est le remboursement par amortissement constant. Pour la méthode d'amortissement constante, l'emprunteur paye les intérêts et une partie du capital restant dû à la fin de chaque période. Et les intérêts versés annuellement sont calculés en fonction du capital restant dû. Et pour les annuités de remboursement, c'est la somme de créances amorties et les intérêts payent et ils décroît d'une année à une autre. Et à la fin de chaque période, il rembourse une part constante du capital emprunté. Cette part est égale au capital emprunté qui est divisé par le nombre de périodes de remboursement. Donc, pour l'exemple, soit un emprunt de 800 000 dirhams amorti sur 4 ans au taux d'intérêt de 6%. Pour l'amortissement, c'est le capital. C'est le capital divisé sur le nombre des années. Le capital emprunté divisé sur le nombre des années de remboursement, qui est égal à 200 000 dirhams. Pour le capital restant dû, c'est égal à le capital de la période précédente, moins l'amortissement. Et pour les annuités, égal à les intérêts plus l'amortissement. Donc, pour la première année est égal à 800, la deuxième année 400 000 et pour la troisième année est égal à 200 000. Pour la quatrième année, c'est bon, le capital est déjà remboursé. Pour les intérêts, c'est le capital fois le taux d'intérêt. Donc, pour la première année, 48 000, 36 000 pour la deuxième année, 24 000 pour la troisième année et pour la dernière année, 12 000. Pour les amortissements, ils vont rester les mêmes pour toute la durée de la période d'emprunt. Et pour l'annuité, pour la première année est égal, on a dit que l'intérêt plus l'amortissement, donc 248 000, 236 000, 224 000 et pour la dernière année, 212 000. La méthode de l'amortissement par amortissement constante, il entraîne le versement d'annuités dégressives et par conséquent une charge plus élevée sur la trésorerie de l'entreprise au cours des premières années d'amortissement, mais elle a un avantage de payer moins d'intérêts pour les autres années. Pour le remboursement par annuité constante,
l'emprunteur, il va payer moins le montant de l'intérêt périodique. Et pour l'annuité de remboursement de fin de chaque période, elle est composée des intérêts et d'une fraction du capital amorti, elle est constante. Et pour le capital remboursé à la fin de chaque période, elle est égale à la différence entre l'annuité de remboursement et l'intérêt périodique. Alors, pour l'exemple, soit un emprunt de 800 000 dirhams amorti sur 4 ans et un taux d'intérêt de 6%. L'annuité de remboursement est égale au montant initial du prêt fois le taux d'intérêt sur un mois sur 1 plus le taux d'intérêt à la puissance moins n. L'amortissement est égal l'annuité moins les intérêts. Et pour le capital restant dû, c'est le capital précédent moins l'amortissement. Donc, pour le capital restant dû, pour la première année est égal 617 126,8. Pour la deuxième année, 423 281,2. Pour la troisième année, 217 805. Et pour la quatrième année, c'est bon, le capital est déjà, a déjà remboursé. Pour les intérêts, pour la première année, 48 000. Pour la troisième année, 37 027,6. Pour la troisième année, 25 396,8. Et pour la quatrième année, 13 068,2. Pour l'amortissement, c'est l'annuité moins les intérêts. L'annuité, c'est le capital restant dû moins l'amortissement. Bon, pour l'annuité est égal 23 834. Pour l'annuité est égal 23 873,2. Donc, l'annuité elle est constante pour les quatrièmes années. Donc, l'amortissement, c'est l'annuité moins les intérêts. Donc, cette méthode, elle est favorable pour les fonctionnaires, les salariés qui ont un revenu fixe et le montant de remboursement que le créancier paie restant constant durant toute la période de crédit. Donc, pour les avantages et les limites d'emprunt bancaire, l'emprunt bancaire, il présente des avantages du mode de financement. Les prêts bancaires, ils offrent des taux d'intérêt nettement plus bas que d'autres prêts, que l'emprunt obligataire. Il répond aux besoins exacts de l'entreprise pour financer son investissement. Il permet de profiter des opportunités de croissance lorsque le rendement financier de l'entreprise est supérieur au coût des services de la dette. Pour les inconvénients, donc les prêts bancaires, ils présentent aussi des inconvénients suivants. Augmentation de la dépendance de l'entreprise vis-à-vis des banques et l'endettement plus ou moins important qui peuvent finir par peser un risque de non-remboursement sur l'entreprise, pouvant la conduire au dépôt du bilan. Passons maintenant au financement par les autres institutions financières. Et on va commencer par le premier mode, à savoir l'affacturage, qui est considéré comme une liberté d'énergie pour l'entreprise. L'affacturage est une technique de financement et de recouvrement des créances basée sur l'intermédiation d'un établissement de crédit spécialisé appelé affactureur ou bien factor en anglais. L'objectif principal est de permettre aux entreprises d'obtenir un financement anticipé. L'article 5 de la loi 3403 relative aux établissements de crédit le définit comme suit. L'affacturage est la convention par laquelle un établissement de crédit s'engage à recouvrer et à mobiliser des créances commerciales, soit en acquérant les dites créances, soit en se portant mandataire du créancier avec, dans ce dernier cas, une garantie de bonne fin. Le factoring, il est basé sur un transfert de créances commerciales à travers la subrogation de leur titulaire à une société de factoring chargée de garantir, recouvrer ou bien de financer ces créances. Cette opération fait intervenir 3 acteurs principaux, à savoir l'entreprise qui a transféré ses créances à la société du factoring en vertu d'un contrat, la société de factoring et l'octroi à l'entreprise un financement anticipé en contrepartie d'une rémunération, et il fournit aussi tout ou bien une partie des services suivants.
Un, la prévention du risque impayé et le deuxième, c'est la gestion du compte client. Troisième acteur, c'est le client de l'entreprise qui a fait appel au factoring. La rémunération fournie par l'entreprise à la société de factoring comprend le financement des créances, mais il comprend également en compte les facteurs liés au coût de recouvrement et à la prise de risque. La commission, une commission de financement, une commission d'affacturage qui est normalement les frais de gestion et finalement la participation au fonds de garantie. Pour les avantages et les limites de ce mode de financement, commençons tout d'abord par les avantages. Ils permettent à faire ou bien à garantir une sécurisation du poste client, un allègement de la gestion de compte et aussi un financement rapide des créances. Mais en contrepartie, il y a des limites. Parmi ces limites, on trouve le coût élevé de la prestation, des limites qui sont liées à la nature de la facture, qui est normalement toujours une facture à court terme, et aussi un dernier risque qui est un risque de dégradation de la relation entreprise-client. Pour le deuxième mode de financement externe, c'est le crowdfunding. Sous principe, l'union fait la force. La définition du crowdfunding est composée de deux mots anglais, crowd, qui signifie la foule, et funding, qui signifie le financement. On peut déduire alors qu'il s'agit bien d'un financement par la foule. Pour être plutôt au courant, on propose la définition proposée par le dictionnaire Oxford, qui est la plus connue et courante. Le financement participatif, c'est une pratique de financement d'un projet ou d'entreprise par la levée de beaucoup de petits montants d'argent auprès du large nombre de personnes, typiquement via Internet. Cette terminologie s'appuie sur le pouvoir immense que peut exercer la foule dans la mobilisation des ressources de financement. Son principe est comme suit. Le crowdfunding est un travail basé sur la capacité de mettre en commun l'argent des personnes qui ont un intérêt commun et sont disposées à fournir de petites contributions à l'entreprise. Les 4 grands principes du crowdfunding sont la transparence et confiance. Une interaction émerge entre l'investisseur et le leveur de fonds doit être basée sur la transparence et la confiance réciproque grâce aux plateformes Internet. La création des liens. Ce principe peut être expliqué par les liens qui se tissent entre investisseurs et leveurs de fonds, mais aussi avec les autres investisseurs. Collaboration et connaissances partagées. Le crowdfunding est appuyé sur le partage de connaissances, des expériences et aussi des compétences entre acteurs, ainsi qu'une communication et interaction active sont très importantes. La réduction de l'incertitude entrepreneuriale. L'entreprise peut s'assurer de l'intérêt de son projet et adapter sa stratégie en fonction du rendement qu'il obtient des investisseurs. On peut trouver des différents modèles du crowdfunding. Le crowdfunding de dons, de la contrepartie, de prêts et aussi de souscription de capital. Pour le crowdfunding de dons, c'est un modèle utilisé par les organisations caritatives à but non lucratif ou bien ceux qui lèvent des fonds pour des actions de bienfaisance afin de pouvoir faire un don à un projet. Le crowdfunding de la contrepartie. Il est le modèle le plus connu et le plus populaire du crowdfunding. L'investisseur peut obtenir en contrepartie des avantages divers, à savoir une gratification symbolique. Le crowdfunding de prêt, ce type d'appel d'épargne citoyenne permet aux investisseurs de prêter de l'argent à des porteurs de projets et perçoivent des intérêts fixes. L'entreprise bénéficiaire de la somme d'argent s'engage à rembourser le montant à une échéance. Le crowdfunding de souscription de capital, l'investisseur devient actif dans l'entreprise. En prenant des parts dans celle-ci, l'investisseur reçoit en contrepartie soit des actions ou bien des participations dans l'entreprise, sinon une partie des bénéfices générés. Aussi, ce mode présente des avantages et des limites. Les avantages sont les suivants. Un moyen rapide pour lever les fonds sans frais initiaux. Aussi, il permet de profiter d'une communication alternative, une possibilité d'amélioration des projets grâce au feedback et aussi une alternative de financement. Pour les inconvénients, il s'agit d'une méthode de financement incertaine.
parce qu'il consiste à collecter le montant souhaité, sinon l'argent retourne vers les poches des investisseurs. Et aussi, il y a un problème qui s'impose, qui est le problème de vol des idées, puisque toutes les idées des projets sont présentées sur la plateforme Internet. Dernier mode de financement, c'est le crédit bail. Aristote a dit que la richesse consiste bien dans l'usage que dans la propriété. Le crédit bail ou bien le leasing en anglais, c'est une opération de location de biens mobiliers et immobiliers. Le Code général de normalisation comptable considère le crédit bail comme étant un moyen de financement des immobilisations qui donne à l'utilisateur ou bien d'une part de droit de jouissance et d'une autre part la possibilité d'acquérir le bien concerné, soit en fin de contrat, soit en termes de périodes fixées à l'avance moyennant le paiement du prix convenu. Il existe deux types de crédit bail, à savoir le crédit bail mobilier. C'est une technique de financement des investissements professionnels en équipement et matériel. Le chef d'entreprise choisit un équipement et convient avec le vendeur des conditions de l'achat. Le crédit bail immobilier, ce moyen de financement permet aux entreprises, par l'intermédiation de sociétés de crédit bail, de financer des immeubles importants sans apport initial sur une durée relativement longue, 15 à 20 ans. Aussi, il présente des avantages et des limites. Pour les avantages, il s'agit d'un financement intégral des investissements, une trésorerie préservée, des garanties réduites et de grande souplesse, adapter le financement aux caractéristiques de l'activité. Pour les inconvénients, le montant investi est nettement supérieur au montant engendré par le prix bancaire. Et aussi, la palette des choix des biens et matériels est limitée. La société de crédit bail peut refuser l'acquisition d'un certain bien. Passons maintenant à la deuxième section, financement externe direct, particulièrement emprunt obligataire. Cette section va être présentée par moi, Hiba Hachimi, et ma collègue Njoua Messoudi. Commençons d'abord par la définition. Un emprunt obligataire est un titre de créance, c'est-à-dire qu'il représente une dette émise par une personne morale, une entreprise, une banque, un État ou une organisation gouvernementale, remboursable par des souscripteurs des titres obligataires à une date et pour un montant fixé à l'avance, et qui rapporte un intérêt appelé coupon. En cours de vie, la valeur d'une obligation évolue à la hausse ou à la baisse. Le capital étant intégralement remboursé à l'échéance, la vente avant l'échéance peut donc entraîner des plus-values ou des moins-values. L'emprunt obligataire ou l'emprunt par appel direct à l'épargne constitue un mode de financement particulièrement sélectif et ne concerne que les grandes entreprises et les importantes institutions publiques ou privées. Remarque, une obligation fonctionne sur le même principe d'une reconnaissance de dette, alors qu'une action représente une part du capital de la société. Le cours d'une action dépend des fluctuations du marché et n'est pas connu à l'avance. La valeur de l'action peut augmenter, mais elle peut aussi baisser. Pour une obligation à taux fixe, le rendement est connu à l'avance. L'émetteur s'engage à rembourser intégralement la valeur d'achat au terme fixé, ainsi que chaque année un intérêt régulier défini à l'avance. Je suis Najwa Mseudi, je vais présenter tout d'abord les types de l'emprunt obligataire. Il existe plusieurs types d'obligations, à savoir une obligation ordinaire, c'est un droit de créance caractérisé par le remboursement du capital initial plus un intérêt annuel. Une obligation convertible en action est une obligation à laquelle est attaché un droit de conversion qui permet à son détenteur d'échanger l'obligation en action de la société émettrice selon une parité de conversion préfixée et durant une période prédéterminée. Une obligation remboursable en action ou ORA est une obligation dont le remboursement ne peut se faire qu'en action de la société. Elle est considérée comme du quasi-capital. Ici, c'est la société qui peut décider de transformer l'obligation en action quand elle le veut.
Une obligation à bons de souscription est une obligation accompagnée de bons qui confèrent à leurs porteurs le droit de souscrire à des actions à prix fixé d'avance au cours d'une période déterminée. Passons maintenant aux caractéristiques de l'emprunt obligataire. Une obligation se caractérise essentiellement par valeur nominale. La valeur nominale d'une obligation représente le montant que l'émetteur s'engage à rembourser à l'échéance. Les coupons sont également déterminés sur la base de ce montant. Le prix d'émission est le prix payé par le souscripteur. On parle d'une émission opère si les obligations sont émises à la valeur nominale. Par ailleurs, les obligations peuvent être émises en dessous du pair, la différence avec la valeur nominale constituant une prime appelée prime d'émission. Durée de vie. La durée de vie de l'emprunt obligataire est le temps compris entre la date de jouissance, date à laquelle les intérêts commencent à courir, et le dernier flux en capital. La maturité ou date de remboursement. La maturité est la période allant de la date d'observation jusqu'au dernier remboursement, au moment de l'émission. La durée de vie de l'emprunt obligataire et sa maturité sont identiques. Le prix de souscription. Le prix de souscription d'une obligation est composé du prix d'émission et du remboursement éventuel du coupon couru est égal au montant de la part du premier coupon allant de la date de jouissance à la date de règlement. Le prix de remboursement, c'est le prix payé par l'entreprise émettrice à l'échéance aux différents obligataires. Les primes de remboursement, c'est la différence entre prix de remboursement et le prix d'émission. Le taux d'intérêt, il peut être nominal ou facial, c'est-à-dire fixe sur toute la durée de l'emprunt, ou bien référencé au marché monétaire et ou au marché obligataire. Finalement, variable, donc le taux d'intérêt peut être variable, c'est-à-dire déterminé au terme de la période. Les modalités de remboursement de l'emprunt obligataire, c'est les conditions dans lesquelles l'obligation est remboursée. L'emprunt obligataire peut être remboursé in fine par amortissement constant ou par annuité constante. Passons maintenant aux méthodes de modalités de remboursement. Pour la première méthode, in fine, le remboursement est effectué en bloc à la fin de la durée de l'emprunt. Par exemple, le montant de l'emprunt est de 80 000 dirhams, la durée est de 10 ans, le taux 8%, le prix de remboursement 500 dirhams par obligation. Donc, le nombre d'obligations amorties est de 80 000 dirhams sur ces 500 égale 160 obligations. Le tableau contient 6 colonnes, à savoir la colonne des années, capital début, intérêt, amortissement, annuité et capital final. Vu que ce type de remboursement est effectué en bloc, donc la valeur nominale est remboursée telle la dernière année. Yanif les années qui précèdent, l'amortissement égale à 0. Et on sait que l'annuité égale l'intérêt plus amortissement. Donc, pour les 9 premières années, l'annuité égale l'intérêt. Et cet intérêt est égal au capital début fois le taux d'intérêt qui va nous donner 6 400 dirhams. Passons maintenant à la méthode par amortissement constant. L'amortissement ou remboursement est égal à C fois grand N sur petit n, avec C est la valeur nominale d'une obligation, N est le nombre d'obligations et petit n est la durée de l'emprunt. Par exemple, le montant de l'emprunt est de 90 000 dirhams, durée de 10 ans, le taux de 8%, le prix de remboursement est de 100 dirhams par obligation, le remboursement annuel de 9 000 dirhams, nombre annuel d'obligations amorties est égal à 9 000 sur 100 égale 80 obligations, plutôt 90. Donc, comme on a dit, l'amortissement est égal à C fois N, qui est le montant de l'emprunt. Le cas, 90 000 dirhams.
divisé par 10 ans, il y a la durée de vie. Donc, l'amortissement, un amortissement constant de 9000 dirhams. Donc, نشوفوا بأن في le tableau, on a un amortissement qui est constant, mais une annuité qui est variable. Ou la variabilité de l'annuité, c'est à cause de l'intérêt. Et on sait que l'intérêt est égal au capital début fois le taux qui est 8%. وفي هذا لو كا عندنا لو كابيتال ديبي كيتبدل كل عام حيت كل عام كنقصوا منه لامورتيسمون. Contrairement le cas اللي كان قبل كان عندنا ان كابيتال ديبي كي انشانجابل ما كيتبدلش حيت كان عندنا لامورتيسمون égal à 0. Passons maintenant à la méthode par annuité constante. L'annuité est égale valeur nominale fois le nombre d'obligations fois le taux d'intérêt divisé par 1 plus, entre parenthèses, 1 plus le taux d'intérêt à la puissance moins n. Par exemple, un montant de l'emprunt de 100 000 dirhams, la durée est 10 ans, le taux c'est 9%, annuité à déterminer, le prix de remboursement est 200 dirhams par obligation. Alors, l'annuité est égale C fois N, le montant de l'emprunt, 100 000 dirhams, fois 9% divisé par 1 moins, entre parenthèses 1 plus 9% à la puissance moins 10, qui nous donne 15 582 dirhams. Vu que la méthode par annuité constante, donc هاد المونطون اللي خرجناه غادي يكون tout au long durée ديال هاد l'exemple. On sait que l'annuité est égale à l'intérêt plus l'amortissement et l'intérêt c'est 9% fois le capital début اللي هو 100 000 dirhams غادي يعطينا l'intérêt c'est 9000. Alors l'amortissement est égal à la différence entre l'annuité et l'intérêt. J'espère que c'est clair. Donc pour les avantages et les inconvénients de l'emprunt obligataire, pour les avantages, on trouve l'endettement en général et l'emprunt obligataire en particulier bénéficient d'une économie d'impôt non négligeable, contrairement aux autres modes de financement. En effet, les intérêts payés aux créanciers sont déductibles du résultat imposable de l'entreprise, ce qui diminue le coût réel de l'emprunt supporté par celle-ci. L'émetteur a la possibilité de fixer le montant, la durée et la manière dont il désire s'acquitter de sa dette afin de lever des fonds, en parfaite adéquation avec ses besoins de financement. Enfin, certaines obligations dites à coupon zéro sont émises avec une très forte prime d'émission et remboursées à leur valeur nominale majorée des intérêts. Elles sont adaptées à une stratégie de capitalisation. En ce qui concerne les inconvénients de l'emprunt obligataire, moins liquide que les actions, les obligations sont plus difficiles à vendre. Elles peuvent voir leur valeur s'amoindrir en cas de remontée des taux d'intérêt ou de dégradation de la signature de l'emprunteur. Par ailleurs, à l'exception des titres publics, les obligations émises par les sociétés présentent un risque de défaut. Si la société n'est plus en mesure de rembourser la dette contractée, le créancier perdra tout ou une partie de son investissement. Dernier risque à prendre en compte, certaines obligations sont remboursables avant leur échéance, par anticipation. En ce cas, l'investisseur récupérera son capital, mais pas les intérêts à venir. Donc maintenant, on va mettre à votre disposition un exercice d'application. Si vous avez si vous trouvez des difficultés ou là, veuillez nous contacter. Alors, cette dernière section est dédiée principalement aux statistiques des entreprises marocaines et le recours au financement externe. Les dites statistiques sont tirées du rapport du Haut Commissariat au Plan de 2019. L'enquête réalisée a pour but à appréhender les activités des entreprises dans leur diversité et elle couvre tout le territoire national marocain avec un échantillon composé des entreprises marocaines organisées et formelles qui détiennent une comptabilité régulière et tenue conformément à la réglementation marocaine.
La période de l'enquête s'étale du janvier au juillet 2019. Dans un premier temps, nous allons essayer de présenter les principales caractéristiques de notre échantillon, à savoir la catégorie de ces entreprises et le secteur d'activité. Deuxièmement, nous allons présenter les différents modes de financement octroyés aux entreprises. Donc, les caractéristiques de l'échantillon, cet échantillon est réparti ou bien par catégorie d'entreprise et par secteur d'activité. La répartition par catégorie d'entreprise, le poids des TPME représente 93% de l'ensemble des entreprises au Maroc, à savoir 64% sont des TPE et 29% sont des PME. Et 7% restantes sont des GE, des grandes entreprises. Pour la répartition par secteur d'activité, plus des 2/3 des entreprises opèrent dans le secteur tertiaire, moins de 10% des entreprises exercent dans le secteur industriel et une répartition quasi uniforme des grandes entreprises entre les secteurs. Voilà le tableau, figure 2, qui représente la répartition des entreprises par secteur d'activité. Les différents modes de financement octroyés aux entreprises. Le tableau suivant présente les principaux modes de financement utilisés par les différentes entreprises par secteur d'activité et par catégorie. On voit clairement que la majorité des entreprises préfèrent s'autofinancer plutôt que de recourir au financement externe. Il y a une entreprise sur 5 qui fait appel au financement externe. Dans la catégorie et les grandes entreprises, ce qui peut être expliqué par la forte nécessité des fonds de financement vu l'importance des projets d'investissement. Le financement externe est de 45,8% pour les grandes entreprises et 26,9% pour les petits et moyennes entreprises et de 13,6% pour les TPE. Maintenant, on passe aux différents modes de financement externe. Le tableau suivant présente les différents modes de financement externe et le recours des entreprises par catégorie. Il s'avère que plus de 92% des entreprises font appel au crédit bancaire plutôt que d'autres modes de financement externe. Malgré la coexistence des différents modes de financement externe, il apparaît clairement que le mode le plus utilisé est celui de l'intermédiation. Autrement dit, le financement par crédit bancaire. Les entreprises font appel à ce mode assez fréquemment malgré les différentes garanties et procédures exigées. Ceci pourrait être expliqué par le comportement des agents économiques, à savoir entreprises et ménages, qui s'éloignent des niveaux de risque présents dans les marchés boursiers. Notre exposé touche sa fin. Au terme de ce sujet, nous pouvons affirmer que l'entreprise dispose de diverses sources de financement lui permettant de faire face à ses besoins permanents des capitaux. Le choix d'un tel ou tel moyen de financement repose principalement sur un certain nombre de paramètres, mais principalement sur le coût de la source de financement.